Merci. Alors, agir de manière éthique, dans un milieu qui se complexifie. Ce qu'on souhaiterait, aborder, ce serait, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire agir de manière éthique? Travailler dans un milieu en reconnaissant qui je suis, cohabiter avec d'autres acteurs éducatifs, ce que ça implique, faire face à des conflits de valeurs ou de principes, résoudre des situations avec des enjeux éthiques, donc par où commencer, rechercher des solutions qui sont justifiées, qui sont cohérentes, mobiliser adéquatement sa voix et faire une esquisse de son propre cadre de référence éthique. Alors, agir de manière éthique, c'est quoi? Souvent, on confond parce ça va un peu de soi tant que tout se déroule bien, qu'on a l'impression qu'on a une bonne éthique professionnelle. Et c'est quand arrivent des situations que là, souvent, on s'aperçoit qu'on peut être déstabilisé. Et pour agir de manière éthique, ben, c'est important de comprendre que il faut poser une action réfléchie devant une situation en s'appuyant sur des valeurs, des principes professionnels, mais aussi des normes. Puis, il faut vraiment considérer les répercussions de nos décisions, de nos actions sur les autres personnes qui sont concernées. Alors, c'est ça, agir de manière éthique. Là, je fais une petite parenthèse pour expliquer que parfois, on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Donc, c'est pour ça qu'on va éteindre un feu, mais qu'ensuite, on peut y réfléchir et surtout y réfléchir avec d'autres personnes. Ça nous permet de réajuster nos actions et de poursuivre les actions. Alors, l'éthique professionnelle, ça suppose de prendre des décisions à l'intérieur d'un système qui s'inscrit lui-même dans d'autres systèmes. Donc, on n'est pas tout seul dans notre coin à prendre une décision en disant, ben moi, je pense que c'est correct, parce qu'il faut tenir compte de plusieurs éléments. Et quand on travaille dans un milieu, les gens arrivent avec leur bagage aussi. Donc, quand on est à la direction, c'est particulièrement exigeant. Puis, c'est un élément important à considérer parce que chaque personne arrive avec un bagage dans le moment actuel et ce bagage-là peut amener des tensions, des incompréhensions. Alors, qu'est-ce qu'on amène comme bagage? On amène nos traits de personnalité. On amène les conditions de vie actuelles qu'on vit à l'intérieur du cadre scolaire, mais aussi dans notre vie personnelle. On apporte nos valeurs. Donc, les valeurs, ce sont vraiment des préférences, des inclinaisons qu'on a développées par notre éducation ou par nos expériences. Il y a aussi les principes professionnels auxquels on adhère. Donc, on nous a présenté dans une formation peut-être plein de principes professionnels, mais on adhère à certains principes plus que d'autres. Puis, dans certaines expériences professionnelles, on a peut-être aussi compris que c'était important pour nous certains principes. Et il y a par-dessus tout ça l'art langage, c'est en fait des choses que je connais même pas. Donc, on peut être surpris nous-mêmes de réagir devant certaines situations, puis on comprend pas exactement pourquoi. Ici, dans le cadre de la présentation, on va surtout s'intéresser aux valeurs et aux principes professionnels parce que c'est un langage qu'on va développer plus facilement pour négocier à l'intérieur du cadre de travail. En plus de tous ces éléments-là, s'ajoute ma connaissance ou plutôt ma méconnaissance du cadre normatif dans lequel je travaille. Les lois, les règlements qui bougent beaucoup. Et pourquoi je parle de méconnaissance? Parce que si ça se passe normalement au travail, que tout va bien, par exemple, je suis une personne qui enseigne, ben, tant que tout va bien, je ne vais pas nécessairement
me justifier par rapport à des normes. Je ne vais pas non plus avoir des événements qui vont me demander de cesser certaines actions ou encore de réajuster mes actions. Puis, si j'ai pas ou peu besoin de m'y référer, surtout si je suis, par exemple, un enseignant et je n'ai pas à me mettre à jour continuellement sur l'ensemble des éléments normatifs qui encadrent le cadre de travail, c'est sûr que je vais avoir des angles morts. Alors, un cadre normatif, on le sait, avec le ministère, c'est très mouvant, c'est évolutif, c'est différent aussi d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, les personnes qui vont entrer dans le milieu de travail peuvent venir de régions où sont habitués d'être encadrés avec certains éléments qui n'existent pas ici, ou avoir des éléments qui n'existaient pas où ils sont et où ils étaient et arriver avec des surprises sur ah, OK, c'est comme ça se passe ici. Alors, les autres acteurs dans le milieu de travail qui sont importants à considérer, ce sont les élèves, bien sûr, les jeunes, et il faut considérer qu'il y a une relation avec les élèves qui est asymétrique. C'est-à-dire que comme adulte, mon niveau de responsabilité est beaucoup plus important que celui des élèves, et les élèves sont des bénéficiaires qui sont dans une posture de vulnérabilité à plusieurs égards. Alors, nous cohabitons avec une diversité d'acteurs éducatifs avec lesquels nous devons interagir et collaborer professionnellement. Donc, personnel enseignant, personnel de soutien, direction, parents, autres membres de direction. Donc, ces personnes-là, on doit considérer et se rappeler qu'ils ont tous, toutes un bagage différent. C'est ici, Lisanne, que j'interviens une première fois. En fait, l'idée, puis c'est un peu ce qu'on s'est entendu que je ferais durant la présentation. Donc, Lisanne qui vient vraiment camper la théorie, puis je vais tenter, moi, de m'efforcer à prendre un exemple concret dans le réseau de l'éducation qui vient vraiment, en fait, illustrer ce qui a été dit auparavant. Donc, Lisanne parlait là, de bagages, hein, de toute personne arrive au travail avec son construit, non seulement son bagage de valeurs, mais aussi sa formation. Et ben, une personne qui arrive d'ailleurs aussi. Donc, tout ça, c'est des éléments, des facteurs multiplicateurs de possibilités d'échange puis de synergie quand ça va bien, mais aussi de choc culturel, de choc de valeurs quand ça va moins bien. Donc, l'idée, c'est toujours dans une perspective où on œuvre dans un monde scolaire où il y a différents acteurs qui sont leur propre système d'abord, mais qui doivent fonctionner ensemble dans un plus grand système pour que ça fonctionne. Ben, comment est-ce qu'on va aller chercher, en fait, les forces de chacun, puis qu'on va les faire fonctionner ensemble dans un tout plus grand? Pour ça, ben, l'exemple qui me venait en tête, c'est ben, on y va souvent autour d'un enjeu, hein. On a une école, on a un projet éducatif, on a identifié certains enjeux qui peuvent nous rassembler. Donc, comprenons une école primaire où il y a des enjeux au niveau de la violence verbale, par exemple, des élèves où on est préoccupé par le nombre de conflits qui sont émergents, par des comportements qui sont violents, à la fois verbal, mais des comportements turbulents aussi, de bousculades dans les transitions, et où on fait le choix de s'en occuper. Donc, il y a une diversité d'acteurs, et si on ne fait pas un effort, en fait, d'aller chercher au commun des valeurs communes autour de quoi on veut s'occuper, comment on se le définit au commun, ben, on met le milieu à risque, en fait, que chaque personne, selon son construit à elle, selon son bagage, selon sa formation, ben, le passe dans ses propres filtres, interprète donc les comportements et les interventions qu'elle doit faire et va aussi juger les interventions qui seront faites des autres parce que ben, il n'y a pas eu d'effort au commun qui a été fait pour se le définir comme tel. Donc, si je vais plus précisément, on a un enjeu de climat scolaire où là, on n'interviendra pas de façon ciblée et marquée sans nécessairement être dans une définition de concept, mais on va y aller avec une direction, par exemple, qui va nommer des attentes.
va dire, ben, on voudrait que les élèves se comportent de façon civilisée dans les transitions. On s'attend à ce qu'il y ait du respect des élèves les uns envers les autres, mais aussi envers le personnel, qu'il y ait des relations qui soient harmonieuses. Et là, vous avez la direction de l'école, vous avez le personnel de soutien, concierge, secrétaire, les enseignants, le personnel du service de garde, qui entend la commande, mais après, on va l'interpréter selon son propre bagage et on n'auront pas eu une définition commune de c'est quoi une relation respectueuse et harmonieuse les uns avec les autres. Donc, c'est là qu'on peut mettre à risque, en fait, les premières prémices de collaboration parce qu'on n'a pas pris le temps de prendre compte de la diversité des acteurs, de les réunir ensemble, puis justement de s'assurer que, ben, on se définit le concept ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun? Puis après ça, c'est quoi notre rôle au regard d'eux, puis dans le contexte aussi. Est-ce qu'une relation est-ce qu'un comportement qui est harmonieux les uns avec les autres veut dire la même chose en contexte de classe ou de transition que par rapport au service de garde, par exemple? Donc, c'est là où c'est un premier élément où dont faut prendre soin quand on parle de diversité d'acteurs puis qu'on va agir de façon éthique. Ben, c'est de s'assurer que chaque personne a voix au micro, qui est capable d'amener, de par son bagage, sa vision, puis qu'après ça, on va s'assurer que tout le monde comprend son rôle au regard de la situation qu'on souhaite traiter. Merci. Je pense que ça donne vraiment un bon repère. Et dans le fond, on arrive justement au fait que dans le cas que Marc-André vient de donner, il est très probable que pour une même situation rencontrée, une même consigne, par exemple, donnée, deux personnes perçoivent des choses qui sont très, très différentes. Et il ne faut pas oublier que avec ces bagages-là, ça peut apporter des conflits de valeurs et des conflits de principes. Les personnes doivent donc collaborer dans les milieux, mais chacune peut opter pour une approche qui est très, très différente pour cette situation-là. Par exemple, ce que Marc-André soulevait, euh, des élèves qui doivent se comporter de manière civilisée pourraient demander à l'enseignant une certaine approche, puis l'autre enseignant ou l'autre intervenant pourrait comprendre quelque chose de très, très différent. Comment on peut s'en sortir? Marc-André a vraiment donné des pistes, mais on va aller un peu plus loin pour décortiquer. Je donne deux exemples de problèmes éthiques qui sont répertoriés dans les dernières recherches que j'ai faites. Donc, le premier, ce sont des parents qui se disent préoccupés par rapport au tempérament très calme de l'enseignante haïtienne, Nathalie, de leur enfant. Et ils insistent sur le fait que l'enseignante de l'autre groupe est vraiment plus dynamique. Ils insistent que les élèves de Nathalie semblent moins stimulés et sont désavantagés. Alors, Nathalie l'apprend par une collègue que les parents se sont plaints à la direction. Elle est fâchée et elle vient rencontrer la direction. Le deuxième exemple, Michael est un enseignant non détenteur de brevet. Il en existe de plus en plus. Il a la difficulté à attribuer un échec à un élève. Il a donc tendance à donner la note de passage aux élèves qui n'ont pas tout à fait obtenu la note exigée. Et ce, dans des travaux qui ont été conçus avec sa collègue Agathe, la titulaire de l'autre groupe. Des élèves d'Agathe qui ont échoué sur la ligne se plaignent à leurs parents parce que Michael, l'enseignant de l'autre groupe, lui, ne fait pas ça. Alors, des parents mécontents téléphonent la direction. Agathe, l'autre enseignante, veut que la direction intervienne avec force. Michael, lui, exprime que c'est son droit de juger si l'élève a réussi ou non avec l'ensemble du processus démontré dans les travaux. Alors, ce sont deux exemples. Marc-André, Oui. je te Donc, laisserai si on y va en peut-être. déclinant peut-être cette diapo-là, que je vois l'ensemble du contenu,
Donc, le conflit, là, faire face à des conflits de valeurs ou de principes, c'est qu'on remarquait à travers les deux exemples qui ont été cités par Lisanne, qu'il y a comme plusieurs faits, des fois, qui rentrent qui sont paradoxaux les uns envers les autres. Donc, tu sais, d'un côté, quand on parlait, par exemple, de la deuxième mise en situation, où on a une personne qui est non légalement qualifiée, donc le niveau d'attente devrait se situer où par rapport à ça? Donc, par exemple, la personne qui va le gérer. L'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire au regard de ça? La comparaison par rapport à ce qu'on devrait ou est en droit de s'attendre d'un enseignant par rapport à un autre enseignant, par exemple. Donc, quand on arrive dans un conflit où là, il y a des valeurs, des principes dans les acteurs scolaires, donc il y a l'absence de balises claires pour agir parce que ben, on n'a pas encore tout le temps, des fois, de cadre normatif, justement, qui va nous aider à baliser tout ce qu'on fait. Donc, là, c'est là qu'on fait face, en fait, à un conflit de valeurs ou de principes et qui va générer, en fait, une situation qui a des enjeux éthiques. Donc, si on y va de façon plus particulière avec la définition que vous voyez dans l'encadré, certaines situations avec des enjeux éthiques qui ne possèdent pas de réponse claire et objective. Donc, on n'a pas encore eu le temps de se doter d'un cadre qui va devenir un paradigme dans lequel on dit, ben, quand on passe notre problème là-dedans, ben, on est capable d'avoir une espèce de séquence où on est capable de ressortir avec une proposition qui va fonctionner la plupart du temps. Ben, on n'en est pas là. Donc, on va parler d'une situation qui a des enjeux éthiques quand il n'y a pas de réponse claire, prévue et objective. Par conséquent, ça va susciter des malaises propres à la personne et entre les personnes parce que certaines valeurs ou certains principes vont s'opposer selon les choix d'action qui se présentent. Donc, si je ramasse ça un petit peu, c'est de dire, ben, quand il n'y a pas de cadre normatif qui est clair pour l'encadrer, ben, on va se rabattre sur ce qui est fondamental, donc notre propre système de valeurs, de croyances. Et là, ça devient difficile après ça d'être objectif, à voir ben, qui gagne là-dedans, comment on peut juger d'une valeur qui est meilleure que celle d'une autre. Et ben, les principes vont s'opposer, puis ça devient difficile après ça de se positionner en lien avec ça. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on voulait aller chercher votre pouls par rapport à ça, parce qu'on s'en était préparé une aussi. Donc, une situation encore là très, très concrète qui, je l'espère, va vous, en fait, vous interpeller dans le monde scolaire. Donc, une situation qui, pour moi, dans les services éducatifs, on a, avec l'arrivée du protecteur de l'élève, donc qui est dans un rôle qui est différent de ce qu'il a déjà été, là, nous a forcé à retourner à notre planche à dessin, puis de regarder justement et de prendre soin de plusieurs éléments juste pour lesquels on n'avait pas de cadre. Et là, je parle, on n'avait pas de formule qui nous permettait de tout gérer et d'avoir un sentiment justement que tout le monde y trouvait son compte. Je parle ici ben, de l'article numéro 1 de la loi sur l'instruction publique, hein, qui est le droit d'accès à tous les enfants, donc en âge scolaire, secteur jeune, entre 5 ans et 18 ans, et pour les élèves HDA jusqu'à 21 ans. Donc, le droit fondamental d'avoir des services à temps complet pour chaque enfant. On a malheureusement chaque année, je suis sûr que dans tous les centres de services, ben, on a des enfants qui ont des grands, grands enjeux, des grands défis qui touchent plusieurs sphères, donc pas que l'école. Donc nous, on a appelé ça la situation complexe, où malheureusement, on doit considérer à un moment ou à un autre de réduire la fréquentation scolaire, voire de l'arrêter complètement. Donc, c'est jamais ce qui est souhaité. Euh, Par contre, dans certains cas très, très spécifiques, ça devient nécessaire. On parle d'un un très, très, très faible taux d'élèves, mais par contre, quand ça arrive, ben, c'est l'article numéro 1 on vient interférer avec un droit fondamental à l'élève. Je vais vous donner un exemple très, très concret d'une situation qui peut arriver. Souvent, ça arrive, il y a évidemment une population d'élèves qui va être plus représentée dans des moments comme ceux-là, par exemple avec un bagage au niveau psychosocial qui est difficile, un environnement à la maison qui est complexe aussi. Des enfants qui ont de grands enjeux, des fois au niveau psychologique, de santé mentale.
de déficience intellectuelle aussi par moment, et la clé, c'est quand on n'est pas capable de répondre à nos 3 missions à l'école, donc c'est-à-dire instruire, socialiser, ultimement qualifier, parce que l'élève ben, va démontrer des comportements qui sont dangereux pour lui-même ou pour les autres. Donc, c'est ce qui devient le moment où l'école doit se positionner parce que là, comme on le disait tantôt, il y a des réalités, puis il y a des qui viennent se contredire et des réalités qui sont qui sont légitimes des deux côtés. Donc, d'un côté, on a le droit fondamental d'accès à l'école pour les élèves, mais on a aussi des lois qui protègent les travailleurs, qui protègent l'ensemble des élèves dans l'école, l'accès au milieu, donc d'avoir accès à un milieu sain et sécuritaire. Donc, autant pour les employés, ils ont ce droit-là d'exercer leur rôle dans un milieu qui est considéré sain et sécuritaire. On a des élèves qui ont des grands besoins. On comprend que l'école ne peut pas être laissée seule à s'occuper de l'ensemble des enjeux parce que, je le disais tantôt, la situation elle est complexe, donc touche plusieurs sphères. Par contre, l'école n'a pas autorité sur ce qui se passe à la maison, n'a pas autorité sur le corps médical ou la DPJ. Donc, vous me voyez venir un petit peu, là, c'est le genre de situation qui ne peut se traiter avec un seul angle. Donc, ça ne peut pas fonctionner parce que ben, si on le prend simplement du côté du droit à l'élève, ben, vous avez pas longtemps après des gens qui subissent de la violence et avec raison vont clamer que ben, ils ont droit d'être protégés dans l'exercice de ce qu'ils font, jusque où la limite se situe à quel endroit. Et ben, on va faire face à ça. Si on y va juste du côté de ben, les gens, on refuse tout risque par rapport à subir des comportements violents, par exemple, ben, on a le droit fondamental à l'élève qui va venir interférer avec un protecteur de l'élève qui va dire ben, quels sont les facteurs de contrainte qui justifient. Donc, vous voyez, on a à prendre soin d'éléments complexes des deux côtés ou de prendre juste un côté ne sera pas suffisant pour régler une situation qui est complexe comme celle-là. Donc, ça ici, c'était pour venir placer un enjeu qui pourrait soulever des enjeux éthiques. Et là, nous, ça a été le cas au centre de service, donc on a décidé de le traiter comme tel avec les principes que vous allez voir ensuite. Oui, on peut passer à la suivante. Je voulais juste comme placer quand même bien l'enjeu. Puis arrête, Absolument. Lisanne, si tu considères que c'est pas clair aussi, là, tu te gênes pas si on a besoin de précision. Donc, de faire face à des conflits de valeurs ou de principes, là, je les nommais comme ça. Si on n'a pas une réflexion plus macro, plus large, ben, on va avoir des problèmes. Donc, si chaque personne, puis là, on l'a nommé comme ça ici, si chaque personne ferme les yeux, ben, ça va arriver, pas ça peut, elles vont partir frustrées, puis le problème risque de se transformer, de se compliquer. Donc, d'essayer de faire comme si c'était quelque chose d'anecdotique, que ça n'arrivera pas, c'est arrivé, ça n'arrivera plus, n'est jamais une solution. Donc, au mieux, le problème peut continuer, perdurer, va être latent, mais jamais il ne va se régler non plus. Donc, premier danger, faire attention. Autre possibilité, si chaque personne tire sur son côté, elles ne lâcheront pas prise et c'est la plus forte qui va gagner. Donc, encore là, l'autre partira avec des frustrations. Rappelez-vous de la situation tantôt. Il n'y a pas de cadre clair. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. On a un élève qui a des grands enjeux, qui manifeste des comportements qui sont violents. Personne ne se sent à l'aise avec ça. Et là, comme on n'a pas de mise en commun et que ce n'est pas clair, les gens vont prendre une attitude qui est humaine de se protéger et de se ramener à leur propre système de valeurs et à leur chapeau de compétences. Donc, nécessairement, il va y avoir une lutte de pouvoir rendue là, où là, la direction a un certain pouvoir, les professionnels en ont un, les parents en ont un, et au plus fort la poche, comme on dit, et ça va tirer, à l'exception de la partie qui va avoir gain de cause, les autres vont se sentir frustrés et ben, ça va créer une escalade d'émotions négatives. Si on continue. Si elles remettent la décision d'une personne, en fait, si elles remettent la décision à une personne en autorité, la personne qui n'aura pas eu gain de cause va être frustrée contre la personne qui a gagné son point. Donc, de plus, la relation de confiance avec la personne en autorité sera compromise.
Là, on a ici des gens qui vont tirer de façon un peu plus insidieuse et qui vont remettre ça dans les mains du patron en disant la direction va se positionner. Moi, je pense que donc les gens vont aller plaider leur cause dans le bureau en disant, ben, d'un côté, ça fait aucun sens de subir des comportements violents, on veut que ça arrête. Un professionnel pourrait venir donner son avis en disant, ben, il y a des recommandations qui ont été faites. Moi, j'ai un malaise à ce qu'on intervienne puis qu'on diminue la fréquentation scolaire parce qu'on aurait pu aller plus loin dans certaines zones et on aurait peut-être prévenu des comportements violents. Donc, va mettre une pression différente sur les épaules du décideur. Le parent va appeler en disant, ben moi, je vais porter plainte parce que mon enfant il a été déscolarisé et je vous rappelle qu'il est protégé par un droit. Donc, il y a des pressions que va subir la personne en autorité. La personne en autorité va trancher en favorisant l'une ou l'autre des parties et ça va créer des bris dans la relation de confiance et potentiellement une compromission aussi, évidemment, dans les situations futures en termes de j'ai confiance en mon organisation ou pas. Donc, je pense que le décor est planté, comme on dit. Oui, puis j'ajouterais quelque chose d'important dans les recherches que j'ai faites auprès des directions par rapport aux situations avec des enjeux éthiques au cours des 15 dernières années. Ce qui revenait souvent parce que la personne qui était à la direction n'était pas nécessairement formée ou comprenait mal peut-être le fait que plusieurs personnes doivent être engagées dans la résolution, se retrouvait souvent à avoir cette charge émotive-là de régler des situations très complexes et ça pouvait vraiment créer une forte pression interne et une déstabilisation par rapport à l'équipe école. Donc, c'est comme si ça revient, euh, c'est de soi que ça revient à la direction quand c'est compliqué. On se retourne vers elle. Fait qu'il faut vraiment instaurer une culture éthique et justement ne pas prendre cette charge-là pour des situations avec des enjeux éthiques, là, qui sont des situations différentes de problèmes de gestion ou autres. Là, c'est vraiment plus complexe. J'irais même plus loin, je me permets, Lisanne, ça m'amène sur un autre élément aussi. Au-delà de l'expérience aussi de la personne en autorité, comme si ce n'est pas traité, comme tu le dis, en un enjeu éthique, de la façon dont on va le proposer un peu plus loin, ben, ça crée nécessairement, de toute façon, même si la décision était la bonne au final, la façon dont ça a été fait, les gens n'ont pas accès non plus au processus de réflexion et de décision, ce qui fait que c'est une relation gagnant-perdant automatiquement et ça ne peut que créer des déceptions et de la frustration. Donc, c'est un trop lourd tribut de toute façon pour une personne en autorité de le faire de façon unilatérale et de trancher, même si la décision finale était la bonne. Donc, je pense que c'est d'élever le débat plus loin pour aller chercher au-delà de faire la bonne chose, d'avoir un sentiment d'adhésion, donc dans les principes éthiques que tu nommes. Voilà. Donc, par où qu'on commence? On a une proposition. Donc, avant de s'engager, évidemment, dans un processus de résolution, devant une situation avec des enjeux éthiques, des prémices sont nécessaires. Donc, on le disait tantôt, il y a toujours, puis là c'est la personne terrain qui va vous parler. Donc, j'aime bien, il y a les principes théoriques que vous voyez à aussi rendre très, très humain la séquence. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas de baguette magique. Je pense pas que c'est l'attente qu'on a de nous aussi de résoudre dans notre bureau sur la base d'une décision parce qu'on est capable de crier au génie qu'on a trouvé la bonne chose à faire. Ce serait beaucoup de pression. Personne ne s'engagerait non plus dans un processus de direction. L'idée, c'est d'être capable de reconnaître que c'est pas évident, que personne, il n'y a pas de, à un problème, on a déjà entendu une expression qui dit de chercher des solutions simples à un problème complexe. Ce n'est pas constructif, donc ça n'existe pas. On parle plus de raccourci dans ce temps-là. Ça peut éteindre des feux, mais le problème demeure sur le long terme. Donc, première des choses, et ça enlève un certain poids, quand je disais personne de terrain, de dire dans l'immédiat, il n'y en a pas de réponse parfaite.
il faut qu'on se permette de le prendre, le pas de recul. Donc, la numéro un ici, c'est de reconnaître ouvertement qu'il y a des enjeux éthiques, qu'il y a des sensibilités et que le problème, ça n'appartient pas à une personne ou à l'autre. Donc, c'est un problème qu'on doit porter ensemble. Parce que chaque personne, de façon légitime, a ses préoccupations. Donc, les préoccupations, on les reconnaît. On dit qu'il n'y a pas de solution à court terme, mais on reconnaît qu'il y a une situation de malaise présentement et qu'on a la sensibilité de vouloir s'en occuper. Premier enjeu. De façon concrète, nous, pour prendre soin de la première étape, quand on a constaté au centre de service que des situations complexes comme celle-là, peu importe comment c'était géré, puis là je reviens, c'est important, même si la réponse finale était acceptable, la façon dont c'était fait, si on n'avait pas une vision plus macro, il y avait toujours des gens qui étaient heurtés, puis ça suscitait plus de problèmes. Ben, la façon de le reconnaître, ça a été de dire, ben, qu'est-ce que ça vient toucher, nous, une situation complexe. Donc, je reviens, une situation complexe pour nous, un danger de déscolariser un élève, voire d'arrêter sa scolarisation parce qu'il manifeste des comportements qui le mettent en danger, lui ou les autres. Donc, je ne suis pas dans le pourquoi pour l'instant. On pourra aller plus loin si nécessaire, si on a besoin de plus de concret. Mais pour nous, c'était ça une situation complexe et qu'on reconnaît que l'école à elle seule ne sera pas suffisante non plus pour être capable de dénouer tous les enjeux qui vont permettre à l'enfant d'être accessible à une scolarisation qui est complète. Donc, on est vraiment dans quelque chose de complexe et de le reconnaître comme ça avec un personnel. Donc, on le verra plus loin, donc qui va s'occuper, prendre en charge de ça. Mais c'était d'aller séparer qu'est-ce qui appartient à qui là-dedans. Donc, c'est les 4 bulles que vous voyez à l'écran ici. Donc, dans la reconnaissance et dans la volonté de dire que tout n'est pas sur les épaules d'une seule personne ou d'un groupe de personnes, mais dire il y a quoi là-dedans. Donc, il y a la dimension légale, on en a parlé tantôt des droits de chacun. Il y a la dimension, qu'est-ce qui appartient à l'organisation, mais du point de vue interne. Donc, l'équipe école qui est aux prises, les mains dans le moteur, comme on dit, avec la situation. Un petit peu plus loin, et puis là, vous me pardonnerez, c'est la mise en page, c'est de ma faute, les prochaines diapos. Donc, les bulles ou les mots sont peut-être placés de façon bizarre un petit peu, je suis désolé. Donc, si on revient, par contre, Lisanne, juste quelques secondes à la précédente, il y avait la bulle organisationnelle où là, il faut le voir de façon, on est une école, l'école fait partie aussi d'un autre système plus grand qui est l'organisation, donc le centre de service. Il y a quelque chose là-dedans qui appartient au centre de service. Et il y a quelque chose qui appartient à ce qu'on a appelé, nous, à l'externe. Donc, là-dedans, entendez tout ce qui est partenaire, partenaire parents, partenaire médecins, partenaire DPJ. Donc, il y a pour nous, il y avait une responsabilité partagée qui était importante d'aller nommer. Donc, prendre soin de la première étape ici où il fallait reconnaître ouvertement qu'il y a des enjeux éthiques et quand il y a des enjeux et des sensibilités, le problème, c'est pas à envoyer uniquement dans une direction, il faut que ce soit partagé. D'ailleurs, plus léger le travail partagé. Parfait. Si on va à la suivante. On l'a recontextualisé. Après, on a dit, ben OK, parfait, qu'est-ce que ça soulève comme problème éthique? Donc, les enjeux, il y en avait d'autres, mais ici, pour le but de garder ça léger. Donc, l'article numéro 1, c'en était un. C'est immuable, c'est dans la loi, donc on doit scolariser à temps plein tous nos élèves. Sinon, il y a des mécanismes prévus dans la loi qu'on appellera des facteurs de contrainte excessive, mais on sait qu'on doit les documenter, donc on savait qu'il fallait prendre soin. Donc, on a replacé les enjeux dans, quels enjeux appartiennent finalement à quelle catégorie. Donc, dimension légale. Donc, on sait que ça, on va probablement avoir besoin de notre secrétariat général pour se positionner sur certains éléments. La deuxième, le droit à un milieu sain et sécuritaire, bon, on s'est dit, on est qui est concerné par ça? Bien, évidemment, la direction de l'école a la responsabilité de garantir un milieu sain et sécuritaire autant que faire se peut. Donc, le personnel a une responsabilité par rapport à ça, mais aussi l'organisation. Donc, on le verra en termes, par exemple, de formation, d'accompagnement, de garantir qu'on s'assure que les lieux, dans la mesure du possible, sont sécuritaires, que le personnel jugé compétent qui devrait exercer certaines actions
sont en mesure de le faire. Donc, il y a des responsabilités partagées. On avait l'enjeu du seuil de tolérance aussi. Puis là, je vous ramène à ce qu'on se disait tantôt dans l'autre exemple, mais qui se transfère dans celui-ci. Le seuil de tolérance d'une personne diffère d'une personne à l'autre. Mais c'est plus suffisant quand on est rendu dans des enjeux éthiques de dire, ben, on va envoyer notre situation complexe à la personne qui est la plus tolérante. Donc, est-ce que c'est légitime d'avoir des attentes selon le seuil de tolérance de chacun ou ça va en prendre un petit peu plus? Donc, encore là, c'est une affaire école qui doit être soutenue par l'organisation. On doit faire un travail de qu'est-ce que ça représente un danger acceptable. Donc, nous, on se disait souvent, on a sur 45 000 élèves qu'on gère dans 72 établissements, on a des élèves à grand défi. Il y a des élèves qui ont des diagnostics qui sont complexes, qui ont des besoins, de grands besoins aussi, qui arrivent avec une dynamique aussi qui est particulière. On a des attentes qui ne sont pas nécessairement compatibles des fois avec les attentes de la maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de façon légitime donc, par rapport à la gestion d'un risque? Il fallait élever le débat pour ne pas dépendre en fait du seuil de tolérance personnelle d'une personne. Donc, un exercice qui a été fait, et ça se fait de concert avec les plans de classification, par exemple, le risque qui est considéré acceptable, donc de convenir avec des intervenants de la CNESST, par exemple, sur qu'est-ce que c'est qu'un milieu qui est considéré sécuritaire, pour en arriver à la conclusion que de subir un geste de violence est acceptable et il n'y a pas de quantité là-dedans. Ce qui n'est pas acceptable, c'est le statu quo après le comportement violent parce que la personne a subi une agression, qu'elle ait un seuil de tolérance élevé ou pas, elle a subi une agression et ça peut faire partie des risques du métier. Seulement, on convient que la personne doit être formée pour y faire face et elle ne devrait pas subir des comportements violents continuellement pour la même raison. Donc, en d'autres mots, on s'est dit, bien, l'organisation doit se doter de mécanismes pour qu'il y ait intervention, pour que l'élève ait une chance de répondre à l'intervention. Donc, quand il y a résistance ou qu'il y a régression, on est capable de documenter que là, ça dépasse la sphère et l'expertise scolaire. Donc, on est allé, mais il fallait le faire de façon, on ne pouvait pas, une direction seule dans le bureau ne peut pas faire ça ne peut pas faire ça. Les ressources humaines à elles seules ne peuvent pas s'occuper. Donc, ça nous prend la dimension légale. Ça nous prend les ressources humaines, ça prend l'école, ça prend les acteurs du milieu qui sont impliqués. Et on doit se développer une compréhension commune de nos rôles et de jusqu'où on doit aller. Donc, et on a étiré ça, puis c'est pour la bulle partenaire, où là, on n'a pas d'autorité, mais on a un pouvoir d'influence. Et là, c'est de voir jusqu'où on peut exercer notre pouvoir d'influence sur le rôle des parents, sur le rôle des partenaires de la santé, pour qu'ils portent avec nous quand on voit que la situation est complexe et que ça touche différentes zones, bien qu'on puisse porter le poids encore là de l'objectif commun. Donc, est-ce qu'on peut avoir pour un élève qui est souffrant, et pour lequel sa scolarisation elle est compromise, est-ce qu'on peut avoir un objectif au commun à la fois à la maison, à la fois avec les partenaires et à l'école pour développer cette synergie-là où là, chaque personne est capable de rayonner dans son champ d'expertise, mais de façon complémentaire et non pas avec la diapo que vous voyez tantôt, tirer la couverture chacun sur son côté. Donc, ce qu'on voit quand il n'y a pas de synergie, c'est des gens qui se rabattent dans leur contentieux. Donc, on a des partenaires autour d'une table qui vont, vous devez scolariser l'enfant. Nous, on a un plan d'intervention avec la famille. Le plan d'intervention fonctionne. Vous, votre responsabilité, c'est de scolariser l'enfant. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est avoir des partenaires qui disent, OK, on comprend que le risque de déscolarisation, ça nous concerne, nous, comment on peut travailler avec la famille. Est-ce qu'on peut aller chercher le volontariat du parent? Ça change le paradigme de la discussion. Donc, c'est ce qu'on doit essayer quand on a une situation avec des enjeux éthiques qui est traitée de la bonne manière. Bien, on tend vers une analyse de la situation qui est plus macro et où chaque personne se sent concernée parce qu'on n'est pas dans les reproches, mais on est dans la recherche de complémentarité et de solutions en synergie. Donc, avant de s'engager dans le processus, toujours dans les étapes,
La deuxième est de se connaître. Donc, on parle de se connaître comme individu, être en mesure d'identifier quelles valeurs ou principes centraux pour soi vont être heurtés dans la situation pour mieux expliquer sa posture dans une discussion. Et là, d'avoir pris beaucoup de temps pour camper la numéro un, ça va aller plus vite dans les prochaines. Vous allez voir, après ça, ça s'imbrique assez bien. C'est-à-dire à partir du moment où la discussion a eu lieu et qu'on est allé chercher cette adhésion-là, pas nécessairement sur si je suis d'accord ou pas, mais sur la compréhension commune de ce que c'est que l'enjeu éthique dans la situation qui nous concerne. Donc, qu'on convient qu'il y a une part de risque qui est acceptable, que mon rôle, c'est ça dans la situation, ça va aller jusqu'à, c'est très précis jusqu'à où va aller mon rôle, après quelle personne peut m'aider, comment va fonctionner les sous-systèmes dans le système qui est plus grand. Je dois faire le choix conscient et personnel, moi, avec mes valeurs maintenant. Donc, on n'est pas à la même place de je pense que, selon mes valeurs, ça devrait être comme ça. Là, on a eu une conversation qui nous permet de dégager que je ne suis pas, la seule personne qui est responsable. On en est responsable, on porte ensemble le fardeau, mais j'ai mon rôle à jouer là-dedans. Est-ce que moi, je suis d'accord avec ça? Est-ce que ça vient en contradiction avec des valeurs fondamentales? Est-ce que je vais être heureux dans mon travail si on me demande de faire ça? Donc, là, on doit se poser la question, mais ça arrive après. Donc, on le voit ici. Troisième étape, prendre un temps de recul pour laisser le voile ou le brouillard des émotions s'estomper. Puis ça, je pense qu'on n'apprendra rien à personne. C'est un principe qui s'applique dans d'autres modèles, c'est-à-dire que l'émotion est rarement de bons conseils pour la raison. Donc, on sait que c'est pour ça que cet exemple-là a été choisi de par sa complexité, mais aussi toutes les sphères qui sont touchées. Quand ça touche à l'intégrité physique d'une personne, on le sait qu'il y a de l'émotion là-dedans, c'est humain aussi. Donc, et vous allez comprendre aussi par la suite en lien avec ça. Une personne qui est émotive, on doit laisser le temps à cette personne-là de pouvoir décanter son émotion. Donc, en même temps, de comprendre que les propos, les solutions qui seront proposées par une personne qui est émotive vont être teintées de ce qu'elle a vécu. Et dans ce cas-ci, ben, on s'en est pris à son intégrité physique. Donc, l'idée, ce n'est pas d'essayer de contrôler ou de minimiser ou de dire, c'est d'entendre et de comprendre que ça fait partie de la réalité humaine. On travaille avec des êtres humains, on est des bébites d'émotions. Donc, on doit laisser de l'espace pour les vivre et après ça, pour prendre un pas de recul et de pouvoir se sortir de l'émotion puis de ramener ça sur l'objet qui est notre enjeu éthique au final. Donc, il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour ça, évidemment. Dernier élément, la personne neutre. Et là, c'est ça des fois qui me dit, ouais, mais dans notre organisation, est-ce qu'on est vraiment équipé pour le faire? Ben, on se dit en discussion avec Lisanne, il faut essayer de tendre vers ça. Chez nous, de la façon dont c'est organisé, les écoles appartiennent à des villes, donc des regroupements en communauté, où on a organisé nos services cliniques, on va le dire comme ça, où les professionnels sont regroupés par communauté. Et il y a une personne cadre qui coordonne les professionnels, donc qui n'a pas une école attitrée, qui a 15 écoles attitrées. Donc, la personne qui va aller chapeauter les rencontres multidisciplinaires, par exemple, avec les équipes, avec la direction, avec l'équipe de professionnels. De facto, ça devient une personne neutre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les pieds dans l'école et les mains dans le moteur quotidiennement. Par contre, c'est une personne qui a les connaissances relatives au dossier de la situation complexe, c'est-à-dire aux principes qu'on s'est donnés. Et on a besoin d'une personne comme celle-là dans ce temps-là, justement parce qu'on est capable d'avoir un point de vue qui est neutre et qui est nécessaire dans le dialogue pour être capable de dégager des principes pour gérer une situation qui est complexe ou une situation avec des enjeux éthiques. Donc, quand on parle, on regarde les sous-points, on les prend un à un. Quand on parle de laisser chaque personne exprimer son point de vue, il y a de l'espace pour le faire. Par contre, ça prend une personne qui a un certain recul parce que d'exprimer son point de vue est une chose, de ne pas se laisser teinter en fait ou de ne pas subir la pression qui est induite en arrière de l'expression du point de vue, c'est autre chose. Donc, d'être en mesure de reformuler, de synthétiser, de contextualiser, c'est ce qu'une personne neutre va avoir plus de facilité à faire, pas parce qu'elle est plus compétente, mais parce qu'elle a un recul que les gens qui sont dans le milieu ont moins.
de recentrer les échanges sur les rôles et le bien-être des élèves. Donc, quand je parlais tantôt, de dire on sort un peu la crème de l'émotion, puis on ramène à la mission. Déterminer ensemble c'est quoi qui est le plus important dans la situation présente, puis trouver une solution qui va répondre au mieux, puis là, pas parfaite, mais au mieux à la situation, mais aussi en partie aux divers besoins exprimés pour chacun, chacune. C'est un travail qui est ardu, mais Lisanne l'a bien campé, puis dès le début, on disait on n'a pas à se poser ces questions-là quand ça va bien. C'est quand on n'a plus, le paradigme ne répond plus aux problématiques, puis ça soulève un enjeu éthique. On ne devrait pas faire l'économie de passer à travers cette séquence-là parce que c'est elle, au final, qui, de par de la séquence des actions que vous voyez, va permettre quelque chose qui est durable, en fait. Qui est durable et on n'est même pas sûr, là, les personnes sont d'accord ou pas, si on est ailleurs, mais on est sûr, on a quand même une compréhension commune et on a évacué la dimension émotive. Après ça, on se ramène sur l'objet. Les gens auront le choix après individuel d'adhérer ou non aux principes, mais les principes dépassent en fait le pouvoir d'une personne, la capacité en autorité. Les principes vont s'appuyer sur une concertation qui est plus large et qui tient compte des expertises de chacun. C'est ça au final qui devient la richesse, puis qui permet de donner une réponse qui n'est pas parfaite, mais qui est un pas dans la bonne direction, je dirais. Merci beaucoup, Marc-André. Je pense qu'à passer Oui. à travers ces 4 éléments-là, avec des exemples concrets, ça nous permet d'ancrer puis de trouver des sources aussi de solutions pour, notamment par rapport à la personne là, qui coordonne, dont tu parlais. Donc, c'est pas tous les centres de services scolaires qui ont cette personne ressource-là, mais c'est une bonne idée d'y réfléchir pour instaurer cette pratique-là. Alors, j'enchaîne en parlant du cadre normatif, parce que si on veut trouver une bonne solution, c'est important que le cadre normatif soit considéré. Des fois, il ne répond pas directement, mais la solution, elle doit considérer ce cadre-là pour être en mesure de justifier les actions qui vont être prises. Parce que le cadre normatif, c'est un pacte social. Alors, même s'il est très mouvant, même s'il évolue, il est convenu. Et contrevenir aux lois, aux règlements de la société, on le sait tous, ça instaure peu à peu le chaos. Il faut aussi considérer que dans le cadre de notre acte professionnel en éducation, ben, il y a des principes et des règles de l'organisation qui est aussi un autre pacte social avec une mission qui est peut-être plus ciblée selon le regroupement. Et chaque milieu, donc chaque milieu, chaque établissement, a aussi une visée, une culture implicite parfois, puis un contexte propre qui teinte les décisions et les actions à l'intérieur de celui-ci. Donc, quand on cherche des solutions, il faut que ça soit en cohérence avec le cadre normatif. Et si je dis ça, c'est que parfois, il y a certaines solutions qui vont être prises, mais en disant, ben, chez nous, c'est comme ça que ça se passe, mais ça a nécessairement des incidences sur la suite des événements, et puis ça peut créer des précédents aussi. Et autrement dit, Lisanne, je me permets, c'est de ne pas chercher à réinventer la roue. Hein. Faut, quand il y en a un cadre normatif, ben, de s'assurer qu'on applique les principes qui sont là, qui ont déjà été réfléchis. Donc, c'est ça, en fait, l'idée. Oui, puis en même temps, on parlait des enjeux publics souvent. Ben, ce sont les enjeux publics qui vont doucement, progressivement évoluer dans des normes qui, dans le fond, illustrent un peu ce que la société débat ou ce qu'elle veut. Donc, on veut mobiliser adéquatement sa voix. On va aller en résolution de problèmes, puis c'est inévitable de rencontrer des situations avec des enjeux éthiques dans un milieu éducatif. C'est même très simple parce que ça nous permet un espace où on peut justement mieux se connaître, puis trouver des solutions ensemble qui sont beaucoup plus appropriées à des éléments contextuels. Alors, c'est très simple, mais ce qui est important ici, c'est le dialogue. On ne peut pas juste vivre les situations,
il faut aller jusqu'au bout. Et chaque individu dans le milieu a la responsabilité de négocier sa juste place. Donc, comment l'individu peut mobiliser sa voix? Ben, premièrement, il faut accepter qu'on est en désaccord. Je pense que déjà, il y en a qui sont facilement frustrés parce que les personnes qui cohabitent ne sont pas du même avis. Donc, déjà, c'est un pas vers l'avant. Aussi, se connaître suffisamment comme personne pour nommer ce qui est important pour soi personnellement ou dans son travail, puis pourquoi aussi, d'y réfléchir. On n'est pas beaucoup dans une culture où on réfléchit à ce qui est important pour nous dans notre acte professionnel parce qu'on adhère intuitivement et tant que ça va bien, on a l'impression qu'on est en correspondance et que on peut continuer à travailler en se sentant confortable. Alors, se placer en mode écoute lorsque l'autre s'exprime, on veut éviter les luttes de pouvoir et puis d'instaurer comme direction, d'instaurer vraiment par la modélisation ou par des groupes de discussion en disant on va écouter ce que la personne a à dire, de baliser dans le temps, mais c'est pas nécessairement ceux qui s'expriment le plus facilement ou le plus fort qui vont toujours être ceux dont les arguments vont être entendus. C'est important de se placer en mode écoute. Aussi, nuancer sa posture comme personne en disant OK, je suis prête à écouter, ou je suis prêt à considérer aussi. Puis on va se recentrer ensemble sur ce qui est réellement important dans ce contexte-là. Demeurer en cohérence avec les visées du milieu, les principes de l'organisation et le cadre est élargi, comme on a dit tantôt, rechercher des solutions pour que chaque personne se sente reconnue et incluse. Alors, c'est ce qui confère la nature éthique de cette résolution-là, c'est que c'est pas la majorité qui va voter, puis on va dire, ben là, tout le monde adhère parce que tout le monde a été consulté, puis c'est la majorité qui l'emporte. On est plutôt dans, OK, on va considérer dans notre solution finale aussi une réponse aux besoins de ceux qui n'ont pas été satisfaits de la réponse finale qu'on va donner. On essaie d'avoir une réponse complète. Les personnes, quand on veut aller dans un espace de négociation, quand on veut justifier ce qui est important pour nous, c'est important de commencer par son propre cadre de référence éthique. Et on en a tous, toutes un cadre. Et de s'y attarder, c'est souvent la clé pour être capable d'exprimer nos inconforts, d'exprimer ce qui est important pour nous et de négocier pour arriver avec des solutions qui répondent en partie à nos besoins, si ce n'est pas totalement. Alors, dans un cadre de référence éthique, on retrouve des valeurs qui sont en jeu. Alors, les personnes concernées dans une situation sont habitées par des valeurs, des préférences qui sont, comme on a dit au départ, qui ont émergé durant l'éducation ou dans des expériences de travail. Et les valeurs motivent à décider et à agir. Ce n'est pas mes idéaux, c'est ce que je vais considérer pour faire des choix devant des situations. Par exemple, si la liberté d'expression est très importante dans une situation difficile, peut-être que ce qui va me motiver à agir, c'est le fait que je trouve que c'est important que je puisse m'exprimer. Il y a aussi les principes professionnels dans un cadre de référence éthique. Et ça, ce sont des principes et des lignes d'action qui sont adoptées soit par la communauté professionnelle d'appartenance ou, par exemple, ceux qui sont promus par l'organisation scolaire au sein de laquelle j'œuvre. Mais c'est important de voir qu'est-ce que je fais vraiment, qu'est-ce qui guide vraiment mes actions. Et il y a évidemment ma connaissance du cadre normatif. Dans le cadre normatif, on parle des chartes,
des lois politiques, ministérielles, les règlements, la jurisprudence aussi, et les codes d'éthique et de déontologie de certains ordres professionnels. Il faut comprendre, il y a aussi un autre élément important, la convention collective, que les directions sont particulièrement dans leur rôle appelées à comprendre ce cadre-là davantage que les autres intervenants d'un milieu scolaire. Alors, si on veut faire un esquisse de son cadre de référence éthique, par où on commence? La meilleure façon, parce que ça fait 15 ans que j'enseigne et que je fais des recherches sur les cadres de référence éthique, c'est de commencer par être conscient de ce qui nous rend très inconfortable dans un milieu éducatif. Alors, on y va, ce qu'on appelle à contrario. C'est là qu'on peut faire ressortir ce qui est important pour nous. Par exemple, si je reprends un des exemples qu'on avait donné au départ avec Michael qui ne donne pas la note de passage et Agathe qui, elle, n'est pas très contente là, du fait qu'elle a eu un retour puis qu'elle, elle applique l'évaluation avec justesse, d'une manière égalitaire. On pourrait dire que, bon, ça la rend inconfortable et elle pourrait faire émerger ou nommer comme quoi la justice, c'est une valeur importante dans sa vie. Un principe qui se traduit, ça pourrait être d'évaluer de manière égalitaire tous les élèves d'un même cycle. Donc, il y a des choses qui vont ressortir parce qu'elle est inconfortable devant cette situation-là. Ici, d'une façon générale, à quoi ça pourrait ressembler une esquisse d'un cadre de référence éthique? Ça peut être, par exemple, des valeurs. Donc, dans ma vie en général, le partage, c'est une valeur importante, l'inclusion, le respect de la dignité. Les principes qui pourraient correspondre auxquels j'adhère dans mon acte professionnel, donc auprès des jeunes, des collègues, des parents, de la direction, ben, par rapport au partage, ça pourrait être de communiquer mes défis et mes réussites aux autres, collaborer pour trouver des solutions. Pour l'inclusion, ça pourrait être valoriser la différence, encourager la progression plutôt que la performance. Respect de la dignité, même chose, où on peut le décliner en principe. Et tout ça est balisé par ce que je connais, donc devant les situations difficiles, du cadre normatif qui entoure mon acte professionnel. Et là, c'est souvent la direction qui peut guider et mettre à jour les connaissances par rapport à ces éléments normatifs-là. L'utilité de développer un cadre de référence éthique. Pourquoi ça peut être utile dans un milieu où il y a un exercice où on invite à faire une esquisse de son cadre de référence éthique pour toutes les personnes qui participent. Mais ça crée un espace cohérent de travail en concertation et puis pour prendre des décisions plus complexes à court, à moyen, à long terme. Puis il est souhaitable que l'équipe école, l'équipe de l'établissement ait déjà en main, avant même que les problèmes se présentent, fait cet exercice-là. Donc, on veut que les personnes puissent mobiliser ces habiletés de communication pour dialoguer. Là, je ne vois pas dans le clavardage, je ne sais pas si c'est par rapport au temps. Je termine rapidement. Donc, sensibiliser les collègues. Il reste 20 minutes, incluant la période de questions. Ah, parfait, parfait. Alors, j'y vais, je termine ça d'une façon raisonnable. Donc, qu'est-ce que ça a comme retombée possible de connaître le cadre de référence éthique? On peut être plus conscient des sensibilités des collègues. Pour avoir fait l'exercice dans des milieux, souvent quand on le fait en groupe dans un espace de discussion, les personnes peuvent avoir travaillé longtemps ensemble, puis de soudainement comprendre pourquoi
cette personne-là réagit aussi vivement devant un élément. Par exemple, on parle de respect de dignité. Dans un groupe, j'avais plusieurs personnes, des préposés aux élèves qui aidaient les élèves et on racontait des situations qui nous avaient rendus très inconfortables, même qu'on trouvait ça inacceptable. Une préposée a raconté que elle avait dans son milieu antérieur eu la consigne, la directive de se laisser cracher sur elle parce qu'elle travaillait avec des élèves qui étaient déficients pour pouvoir apaiser les élèves. Et ça a eu pour elle un effet assez troublant. Et pour elle, le respect de la dignité est ressorti comme un élément majeur avec certains principes. Et d'autres personnes dans le même groupe ont dit « Ah, c'est pour ça que tu réagis comme ça. » Je comprenais pas pourquoi c'était si sensible chez toi. Donc, on comprend que en développant son cadre de référence éthique, on est capable d'expliquer et en ayant des espaces de discussion, parfois, ça peut nous aider à encore aller plus loin dans notre compréhension des sensibilités de l'autre. Il est aussi utile de se référer aux éléments centraux de son cadre de référence dans les situations complexes parce que on va rapidement localiser, OK, pourquoi ça me dérange ça? Qu'est-ce que je vais dire quand je vais aller voir ma collègue, la direction? Qu'est-ce qui me dérange à l'intérieur de ça? Et ça permet, évidemment, si on revient au premier élément, de dégager les enjeux qui sous-tendent les négociations et les décisions à prendre. Donc, connaître davantage les éléments centraux qui composent son propre cadre permet de nommer plus clairement à soi et aux autres ce qui crée des tensions. Les pistes de développement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans un milieu pour être en mesure d'initier une culture éthique? Ben, discuter de certaines expériences vécues au sein d'équipes lors de négociations devant des situations avec des enjeux éthiques et mettre en place des moyens pour améliorer les façons de faire. Donc, quand il va se présenter une situation comme ça, voici ce qu'on va faire la prochaine fois. On va se rencontrer, telle personne va prendre l'animation. Donc, il y a une façon d'amorcer ces discussions-là avant même que ça l'escalade en situation très, très complexe. Donc, on peut choisir un animateur, une animatrice. On peut proposer des moyens pour instaurer aussi une culture éthique d'école. Par exemple, on peut distribuer à notre équipe école des feuillets qui suscitent la discussion sur des sujets sensibles. Par exemple, par rapport à la confidentialité, par rapport à l'équité dans les évaluations, par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, de juste déjà soumettre des feuillets qui amènent certains repères et certains points et dire on va reprendre ça en équipe pour pouvoir en discuter, déjà, ça amène un terrain propice à des discussions qui vont faire émerger des éléments importants du cadre de référence éthique de chacun. Pour agir de manière éthique dans un contexte qui se complexifie, n'oubliez pas avec cette diversité-là qu'on reconnaît de plus en plus, la première chose, la première piste, c'est de mieux se connaître comme gestionnaire. Donc, on peut difficilement intervenir, aider, instaurer une culture éthique si, comme gestionnaire, on se connaît peu par rapport à des situations déstabilisantes, ce qui est important. Donc, oui, la mission de l'école, oui, les valeurs de l'école, du milieu, le cadre, mais moi, comme personne gestionnaire, qu'est-ce qui est important pour moi? La deuxième piste, c'est de prévenir en instaurant une culture éthique. On a donné quelques moyens. Ensuite, de reconnaître les enjeux à traiter en priorité dans mon milieu, parce qu'il peut avoir une multitude d'enjeux, mais c'est important d'être capable de cerner, en tant que gestionnaire surtout,
quels sont les enjeux qui doivent être traités plus rapidement que les autres. Et finalement, chercher des leviers pour optimiser la résolution de conflits ou de principes professionnels. Ben, il s'agit de trouver une personne ressource, par exemple, pour animer les discussions, de trouver qu'est-ce qui semble aider l'équipe école pour être en mesure de nommer les défis qu'il ou qu'elle rencontre. Donc, on veut essayer de voir et de reconnaître quelles sont les forces du milieu avant même que les situations arrivent pour être en mesure de bien mobiliser les ressources justement devant des situations qui sont plus complexes et qui demandent de se connaître et d'agir doucement pour être capable d'aller chercher les meilleures solutions selon les contextes. Alors, ça fait le tour des grands morceaux qu'on avait envie de vous partager. Je ne